Le krach de 1929 a été comme un formidable ouragan où tous les éléments se rejoignent au mauvais moment et au mauvais endroit. Et le jeudi 24 octobre, jeudi noir ou Black Thursday, la démence collective fait son apparition. En quelques heures, 13 millions de titres sont brusquement jetés sur le marché par des actionnaires affolés qui ne savent même plus à quel prix ils ont cédé leurs actions. Après 3 années d'intenses spéculations, Wall Street craque. Et personne n'est en mesure de décider la fermeture de la bourse puisque son président est en vacances à Hawaï. La bulle spéculative éclate, provoquant une panique financière. Par un effet de domino, c'est l'ensemble de la bourse qui s'effondre. Les pertes cumulées représentent 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. En 6 jours, les cours moyens vont baisser de 50% et ne cesseront de tomber. Et, fait encore plus inusité, la chute de la bourse va continuer en cascade. Le krach était inévitable, ce n'était qu'une question de temps, mais c'était inévitable. Et les gens ont découvert qu'ils avaient cru, à tort, que les cours ne pouvaient pas chuter. Et c'était faux. Toute leur vie était basée sur une seule certitude. La bourse ne pouvait que monter. Mais s'ils s'étaient un peu intéressés à l'histoire, ils auraient su que c'était une idée stupide. Tout le monde sait que les prix montent et descendent. Les gens avaient vidé leurs poches et tout placé sur le marché, en pensant que, puisque ça rapportait tellement, autant mettre un peu plus d'argent et montrer qu'on était le plus malin. Mais quand le marché s'est effondré, il n'était plus possible de récupérer ces fonds. D'un seul coup, ils ont compris que le mécanisme auquel ils avaient toujours cru était complètement faux. Et en réalisant qu'ils s'étaient trompés, ils ont été pris de panique. Et en regardant autour d'eux, ils ont vu que leurs voisins paniquaient. Wall Street a déjà commencé sa longue et interminable descente aux enfers. Et toute l'activité économique américaine va suivre sa pente dans le sens de la descente avant d'atteindre le fond de l'abîme. Il y a eu un effet boule de neige après 1929. De plus en plus de banques ont fait faillite. Si vous aviez déposé votre argent dans une de ces banques, vous aviez tout perdu. Donc il y a eu une ruée sur les banques. Et là, vous êtes face à une crise financière. L'opinion américaine est choquée par l'effondrement de ce qui fut naguère le bastion indestructible du capitalisme triomphant, la banque. Les gens étaient désespérés et le système bancaire s'est effondré. Il y avait une vraie crise des liquidités et plus aucun crédit disponible pour relancer l'économie. Une des polémiques de 1929, c'est d'essayer de savoir quel a été le rôle de la Banque centrale. Est-ce qu'elle aurait pu inverser le processus en donnant plus d'argent au système bancaire? La disparition totale de confiance en l'économie signifie qu'aucun crédit n'est plus disponible. C'est donc cette période de chute, de déclin de l'activité économique qui a finalement conduit à une crise financière et bien sûr déclenché cette spirale descendante de l'économie. D'un seul coup, la totalité des banques ne peut plus prêter d'argent. Les gens ne peuvent plus acheter de maisons. C'est un cercle vicieux. La récession fonctionne comme ça. Les sociétés licencient leurs employés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs salaires. Ils ne peuvent plus emprunter pour faire tourner leurs usines. Les entreprises mettent la clé sous la porte. Les gens sont au chômage. Ils arrêtent de dépenser, de consommer. Ils dépensent moins d'argent. Les sociétés cessent de faire des profits. Et ce cercle vicieux entraîne l'économie dans une descente sans fin, vers une spirale mortelle.
Mais tout ceci se fait lentement. La bourse peut s'effondrer en quelques jours. L'économie, elle, sombre très lentement. Quand l'économie s'est écroulée, il n'y avait plus d'argent pour relancer le pouvoir d'achat, pour l'aider à redémarrer. Et les gens ont commencé à perdre leur emploi. Puis ils ont perdu le moral. Et quand le moral est au plus bas, il est difficile de revenir en arrière. Et cette crise, qui avait commencé comme une crise bancaire, est devenue une véritable crise économique. L'enchaînement qui se met en place, c'est inquiet par l'effondrement de la bourse, les ménages suspendent un certain nombre d'achats de biens durables, et notamment d'automobiles, qui chutent brutalement en 1930. Les gens tout d'un coup perdent confiance, alors la consommation, l'investissement, les stocks s'effondrent. Les gens arrêtent pendant un an purement et simplement d'acheter des automobiles. À ce moment-là, ce secteur doit licencier, et les ouvriers de l'automobile qui sont licenciés, à leur tour cessent de consommer. En cessant de consommer, ils propagent la crise à d'autres secteurs qui à leur tour licencient, et en licenciant, on a un effondrement de la demande solvable. Plus personne n'est plus en mesure de consommer quoi que ce soit. Les gens ont arrêté d'acheter. Ils ont commencé à s'inquiéter pour leur avenir, alors qu'avant, le futur leur paraissait prometteur. Le marché était en hausse, ils avaient de l'argent. Mais dès que la bourse s'est effondrée, les défauts du système sont remontés à la surface, comme par exemple le marché de l'immobilier. Dans les années 29, l'immobilier va jouer un rôle très important. Dans certaines villes, c'est 60% des ménages américains qui vont faire défaut sur leur emprunt. Quiconque est endetté au cours de cette époque ne peut plus payer, même s'il travaille. Tout d'un coup, les gens ne sont plus capables de supporter le poids de leurs dettes, font faillite, et du coup doivent à la fois arrêter de consommer et en même temps mettre en péril les établissements financiers qui sont intermédiaires, qui portent leurs dettes auprès des créanciers. Et dès que le prix de l'immobilier a cessé de monter, tout le château de cartes s'est écroulé. Les ménages ont perdu sur deux fronts. Ils ont perdu parce que la valeur de l'immobilier s'est effondrée, et puis parce que la bourse s'est effondrée. Donc cette chute générale des prix va se conjuguer à la chute générale de l'activité pour rendre difficile, pour mettre en insolvabilité tous les emprunteurs. Comme les entreprises étaient en faillite, elles ne pouvaient plus rembourser leurs crédits, sauf si elles continuaient à emprunter encore plus. Mais ce processus était arrivé à son terme. Et pour les ménages américains, ça signifie que tout d'un coup, ils se sont retrouvés pauvres. Mais c'est un choc psychologique absolument considérable. Les ménages américains qui pensaient qu'ils pouvaient se dispenser d'épargner pour préparer leurs vieux jours, parce que la bourse silencieusement leur préparait leur retraite, cette idée s'est effondrée. Ils pensaient avoir enfin réussi dans la vie, et brusquement, ils voyaient leurs rêves s'écrouler d'un seul coup avec la chute de la bourse. Qui est touché par la dépression? Les pauvres ont toujours été pauvres. Ça n'avait rien de nouveau, c'était juste un peu plus dur. Les riches, s'ils avaient 20 millions de dollars et qu'ils en avaient perdu 10 ou 12, il leur en restait quand même 8 millions pour vivre. Non, c'est la classe moyenne qui a été la plus touchée. Ceux qui découvraient une nouvelle façon de vivre, la société de consommation. Ceux qui venaient d'acheter une voiture, des vêtements, une maison. Et tout cela leur était retiré. Saisi, un à un. Et donc l'économie a continué sa descente vertigineuse, de plus en plus bas, quoi qu'Hoover soit prêt à faire, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. C'est la politique préconisée par Hoover qui a rendu la Grande Dépression aussi dure. Il refusait de donner ce coup de fouet dont le pays avait besoin. Il ne comprenait pas la profondeur du problème et n'appliquait pas les mesures appropriées. Pour restaurer la confiance des milieux financiers, Hoover a décidé de rapatrier d'urgence aux États-Unis tous les capitaux prêtés à l'Allemagne. Une mesure dévastatrice et une erreur monumentale. L'Allemagne, qui sort à peine de la guerre, va être frappée de plein fouet par le retrait des capitaux américains.
Cela a eu pour effet de couper net le flot de capitaux qui, dans les années 20, avait permis à l'Europe de connaître un boom économique. La Première Guerre mondiale était encore dans tous les esprits en 1929. Il y avait toujours énormément de rancœur. Et la crise a donné à Hoover et son administration l'occasion de se venger. Il n'y avait aucune raison de rapatrier cet argent. Les propriétaires américains ont rapatrié leurs capitaux, ce qui a asséché des banques, qui a asséché l'économie allemande, etc. Et donc il y a eu un jeu avec les capitaux américains très déstabilisateur. Donc autrement dit, c'est une strangulation progressive qui était programmée. Je ne crois pas qu'ils étaient conscients de ce que cela allait provoquer. L'histoire du monde a basculé à ce moment-là. C'est pas parce qu'aux États-Unis, on a connu pendant 2 ou 3 ans un taux de chômage à 25%. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on reste traumatisé par la crise de 29, c'est parce qu'elle a traversé l'Atlantique et que le premier pays européen qui est touché par la crise, c'est l'Allemagne. Et la raison pour laquelle l'Allemagne est la première touchée, c'est que la reconstruction allemande n'a pu être faite en Allemagne que par le financement de capitaux américains qui se sont immédiatement retirés au